Et bonsoir à tous et bienvenue pour la dernière émission de cette année 2019 de l'Infotech. Nous sommes toujours accompagnés de Thomas. Bonsoir tout le monde. Toujours avec Thomas pour parler de l'actualité technologique de la semaine tout simplement. Alors aujourd'hui petite émission mais voilà c'est la dernière pour cette année, donc on commencera par un petit sujet sur les objets connectés qui sont mal protégés. Ensuite Samsung et Huawei qui préparent des processeurs mobiles en 5 nanomètres. On passera ensuite à du hardware avec la RX 5500 XT, qu'est-ce qu'elle vaut, est-ce qu'elle est intéressante, on verra ça. Le nouveau Mac Pro qui est très réparable apparemment, on verra ça également. Un nouveau concurrent sur le marché des processeurs face à Intel et AMD, et oui, et ça pourrait arriver d'ici 2 ans. Et enfin, on terminera un petit peu sur le divertissement avec Microsoft qui a dévoilé sa Xbox Series X, Google qui donne un second pass à aux testeurs de Stadia, et enfin Netflix qui dévoile plein de chiffres. Alors, on va donc commencer. Hop. Tout de Donc, suite avec les objets connectés. Exactement. Donc on va donc commencer par les objets connectés. Donc ça ça fragilise la toile dans le sens où en fait beaucoup d'objets connectés sont mal sécurisés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on pense à un objet, par exemple même votre Google Home, par exemple, votre un petit objet de domotique, etc. Bah, de manière générale, c'est généralement connecté à Internet. Et donc pour cela, eh ben, on utilise des certificats électroniques pour chiffrer les échanges entre le client et lui-même. Enfin, c'est-à-dire entre vous et lui généralement. Et eh bien, il, il paraît que ces certificats ont une qualité qui laisse vraiment à désirer parce que en fait, ils sont vraiment très sensibles. Ils sont facilement hackables entre guillemets, ils sont facilement piratables et bah, c'est pas une bonne nouvelle parce que du coup, si vous arrivez à pirater un objet connecté, eh bien vous pouvez intercepter les échanges et ainsi, techniquement, vous pouvez vous pouvez contrôler la machine aussi et vous pouvez faire plus d'attaques avec la machine, etc. Donc c'est un peu plus, c'est pas forcément une bonne nouvelle et du coup, par exemple pour DDoS, ce genre de truc, c'est on appelle ça les machines zombies aussi. Enfin bref, c'est pas bon du tout. Et surtout que généralement c'est une technologie qui utilise la technologie pour chiffrer tout ça n'est pas forcément incroyable, puisque elle est maintenant avec des bons PC on peut bien les surpasser, surtout s'il y a des similarités. En gros, il y a aussi un problème. Enfin, pourquoi c'est comme ça? C'est surtout parce que bah, ça coûte cher. Il faudrait pouvoir générer des nombres aléatoires plus complexes et plus aléatoires tout simplement. Et le souci, c'est que bah il y a tellement d'objets connectés aujourd'hui et tout qu'il faudrait des générateurs nombres aléatoires très puissants et matériels, mais ça coûte cher. Du coup, bah, malheureusement, on n'a pas recours à ces technologies. Voilà. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses de cette faille en fait d'Internet au final? Alors écoute, ça fait tellement longtemps qu'on parle qu'il y a plein de failles dans les objets connectés, déjà de base avec les mots de passe parce que tu sais souvent c'était user root, mot de passe root Ouais, effectivement. ou admin ou des trucs comme ça et enfin plus le temps passe et plus on nous balance ouah, vos objets connectés ils ont des nouveaux problèmes. Après là on parle quand on entend ces objets connectés là, on n'entend pas des objets qui viennent de grosses marques. C'est sûr que la plupart de vos enceintes connectées, genre les Google Home, Amazon Alexa, bon Apple Air, on va pas en parler parce que là c'est sûr que bon, c'est pas des objets qui ont des failles. Souvent c'est genre les ampoules chinoises, vous connaissez pas trop la marque, qui sont connectées ou des trucs comme ça. Après, le problème, c'est qu'ils récoltent beaucoup d'infos sur vous, que des fois, c'est dangereux, quoi. Mais bon, voilà. Après, globalement, t'as déjà tout dit, hein. J'ai pas grand-chose à rajouter d'autre. Ok. Voilà. Du coup, tu vas nous parler un peu de Samsung et Huawei qui préparent des processeurs mobiles en 5 nanomètres. Alors oui, bon, Samsung, Huawei, voilà, on sait que, enfin, on se doutait bien qu'ils allaient faire du 5 nanomètres d'ici pas trop longtemps, parce que avec notamment
AMD, Apple qui ont annoncé faire du 5 nanomètres et on sait que pour Huawei, vu que c'est le même fondeur, c'est logique qu'ils suivent aussi le mouvement et qu'ils fassent du 5 nanomètres. On sait que Samsung, ils sont loin d'être en retard aussi dans leurs usines, donc ça m'étonnerait pas que ils auront un peu de retard sûrement, mais ils y arriveront aussi. Genre, il n'y a pas de souci, ça me paraît totalement envisageable. Pas autant Et qu'Intel, si on compare à AMD Intel. oui, bien sûr. Et après, là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a Qualcomm aussi qui a annoncé un monstre, le 865. On l'a rapidement évoqué à la dernière émission. Mais voilà, donc bon, je sais pas s'il y a grand-chose à dire. Après, là, leur but à Samsung, par exemple, c'est de surpasser la loi de Moore. Je sais pas si Jérém peut vous montrer le petit graphique. On voit que Intel, eux, bon, la loi de Moore, voilà, hein, c'est compliqué. Et on voit que Samsung, bah, il a quand même une grosse montée en puissance, ce qui est vachement intéressant, sachant que, si je dis pas de bêtises, Huawei, grâce à leur fondeur TSMC, ils étaient même un peu en avance que sur Samsung. Mais voilà, on voit qu'ils suivaient parfaitement la loi de Moore. Eux, pas de problème enfin pas de problème de gravure. Et là, ils prévoient de faire une grosse montée en charge. Bah déjà, avec l'arrivée du 7 nanomètres, la montée en charge était déjà pas mal. Ils ont déjà pris un peu d'avance. S'ils arrivent à faire rapidement du 5, franchement, ils se mettent super bien. Par contre, sur le graphique qu'on voit, c'est pas la finesse de gravure, c'est les performances directement. Mais Ouais. après, la finesse de gravure et les performances sont souvent très liées parce que plus on grave fin, plus on peut mettre de transistors sur sur une même surface et du coup, plus notre CPU est puissant. Donc voilà. Et après, globalement aussi, ce qui est intéressant de parler, pour contrer un peu Qualcomm, leur principal axe qu'ils veulent suivre, tous deux, hein, Huawei et Samsung, c'est de faire une bonne montée en charge dans le domaine du GPU, les GPU intégrés pour mobile du coup, pour essayer de contrer Qualcomm. Mais après, ça va être compliqué parce que Qualcomm, ils ont déjà des GPU en réalité très très bons. Et la réalité derrière, c'est que chez les deux entreprises, donc Qualcomm et Samsung du coup, mais je pense que ça doit être pareil pour Huawei, on verra bien. Mais les GPU sont basés sur ARM, bien sûr, mais aussi sur les brevets de AMD. Ils Ce sont qui là, fait que, effectivement. en réalité, bien sûr, c'est des puces custom, donc il y aura des différences, mais si de base, sans les customisations, les puces sont pratiquement identiques, on se doute bien que la différence de performance va pas non plus être flagrante. Voilà, je pense que j'en ai terminé, pour, parler du 5 nanomètres parce qu'en réalité, bon, ils annoncent tous faire du 5 nanomètres, mais on n'en sait pas plus que ça, hein. Il y a Moi, beaucoup je de pense que sujets ça va en être une plus. réalité. Ça Ah va oui, être oui, une une réalité, oui. réalité. Ça va se faire. Encore une fois, peut-être pas toute l'année prochaine, mais d'ici 2021, plus tard, on l'aura. L'année prochaine, ça me semble faisable, mais je dirais pas que ça sera forcément l'année prochaine, mais on verra. Mais ouais. AMD, Apple, peut-être. Les Non, concurrents, pas tout de suite. AMD non. AMD non. AMD, Ils non? le feront pas. Ouais, AMD, bah, même en on le vrai, rappelle, hein, ils ont annoncé du 7 nanomètres plus pour leur Ryzen 4000 qui doit sortir fin 2020. Donc ouais. OK. Bah, après, moi, je me pose la question, c'est Apple, est-ce qu'ils vont être capables bah, après, c'est le même fondeur, du coup, on verra. Apple, je pense que c'est Mais faisable. Apple, pour 2020, peut-être pas. Enfin, garde en mémoire quand même que c'est le problème, c'est que eux, ils ont vraiment beaucoup de volume. Ouais. Bon, on verra. On C'est le verra. problème. Mais si Apple le fait pas en 2020, mais en 2021, en 2022, le reste du marché suivra sûr. Ok. Donc Ouais. on verra C'est bien. sûr, ça va arriver. Ça Ah bah va arriver dans tous les cas. vu que c'est à peu près les mêmes fondeurs, à l'instant où Apple a le 5 nanomètres, on est sûr que dans les quelques mois, pas plus de 6 mois suivants, tous les autres, ils sont capables de suivre. Ouais. Après, c'est pour ça que 2022, 2021 peut-être, mais fin 2021, ce serait plutôt du coup.
Oui, voilà, c'est plutôt ça. Bah, vu qu'AMD a mis, bah, je prends AMD, mais a sort ses processeurs en fin d'année maintenant, genre ça serait logique, tu vois, je pense. On verra. Mais pour moi On 2021, verra. fin 2021, c'est faisable. Bah Mais justement, on bon. parlait d'AMD, et Oui, du on coup parlait je vais vous parler d'AMD, un et petit du peu coup, tu de vas pouvoir nous en parler encore. la RX 5500 XT. Alors, la RX 5500 XT, c'est on va dire la un peu plus performante RX 5500 qui existe aussi, qui est sortie il y a quelques jours. Et donc, bah, qu'est-ce qu'elle vaut tout simplement? Donc, elle vient se placer autour des 1650, voire 1660. Euh, Seulement, eh bah, c'est une AMD, c'est pas Nvidia. Et vous avez quelques caractéristiques ici. Je vous invite à regarder l'article. Il sera dans la description pour la rediff. Et bon, il y a plein de trucs intéressants. Donc là, si on regarde un petit peu ici, on peut voir qu'elle sera vendue à 169 $. Donc vous la trouverez plus à 175. Et je parle bien de la Founder Edition, c'est-à-dire enfin, la version de base. Les versions concurrentes peuvent monter un peu plus haut. Euh, on peut monter assez haut. Et le truc, c'est que elle arrive même à la cheville de la 1660 Super, qui est plus performante et quasiment systématiquement moins chère. Et les bons modèles, par exemple de chez MSI, alors pas Gigabyte, mais enfin il y a beaucoup de modèles qui sont vendus autour de 250, ce qui est très cher pour ce que c'est. Du coup, c'est pas une bonne chose parce qu'au final, elle se place pas bien par rapport à ce qu'elle est. Et c'est un peu décevant. Elle est pas si intéressante que ça. En fait, la 5500 XT, si vous la prenez, c'est parce que pas besoin d'NVIDIA et bah, vous avez un avantage à être chez AMD, j'en sais rien lequel. Euh, Peut-être vous Les aurez joueurs plus de de CS RAM. éventuellement. Ouais, vous aurez plus de RAM, par exemple à prix équivalent, mais à perf équivalente, Nvidia est quand même encore devant. Donc, enfin, de tout ce que j'ai pu lire, c'était vraiment ça qui leur ressortait. Et c'est un peu décevant. Moi, je m'attendais un peu mieux. AMD, c'est pas bien aligné sur les prix, surtout que là, c'est pas Nvidia qui a sorti après, c'est eux qui ont sorti après Nvidia. Là où je sais plus c'était laquelle, mais les 5700 je crois, Nvidia avait exprès attendu que AMD sorte pour aligner ses prix. Là, AMD, il n'y avait rien qui sortait chez Nvidia, ils auraient pu carrément aligner tout de suite. Donc je sais pas, peut-être que ça va bouger dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant, je la trouve pas très intéressante personnellement. Voilà, je sais pas toi ce que tu as lu sur la 5500 XT, Alors, mais ce que j'ai lu, oui, c'est que c'était une 1650 Super Plus. Donc elle se place au-dessus de la 1650 Super de Nvidia. Euh, c'est là où c'est compliqué parce qu'on a les chiffres par rapport à la 1650. On sait que elle est pratiquement dans 100% des cas supérieure à la 1650. Par contre, la 1660, je sais pas trop. La réalité, c'est que je pense que selon les jeux, selon les logiciels, elle peut rivaliser avec la 1660. Mais du coup, on verra. Faudra voir des benchmarks, enfin des benchmarks, comment on dit, faits par la communauté. Parce que là, ouais. clairement, si elle joue à égalité avec la 1660, c'est sûr que AMD, ils vont pas la vendre en mode regardez, on fait presque aussi bien que la 1660. Non, on vend pas une carte en disant qu'elle fait presque aussi bien. On vend une carte en disant qu'elle fait mieux que la concurrence. C'est pour ça qu'ils visent la 1650 Super. C'est pour ça, je pense qu'en réalité, elle est plutôt à la 1660. Mais après, voilà. Et c'est là où c'est un peu décevant parce que par rapport à d'habitude, du coup, elle boxe à peu près dans la même catégorie en termes de prix. Ce qui est un peu dommage. Après, je pense que par rapport aux cartes Nvidia, elle va décoter un peu plus rapidement. Du coup, je pense que pour ceux qui s'en fichent d'être vraiment la dernière gêne dans quelques mois, voire années, 1 ou 2 ans, je pense que ce sera une super carte parce qu'elle sera peut-être sûrement beaucoup moins chère que celle de Nvidia. C'est sûr. Après, voilà, c'est pas une mauvaise carte, c'est de l'entrée milieu de gamme, selon Ouais, c'est ça. vos budgets et ce que vous voulez faire avec. Mais voilà. Oui, c'est pas une carte exceptionnelle, mais bon. C'est sûr que pour presque le même prix, on peut avoir une 580, voire même une 590 qui
elle, concurrence largement les 1660. Et puis elle est gravée en 14 nanomètres, hein, celle-là. La La Celle-là? 5500 XT. La 5500 XT. Oui, elle est pas, C'est elle est moins fine C'est que Navi la 14, quoi. 5700. C'est C'est moins Navi fine que les 14. 5700, hein, si je dis pas de Ah ouais, bêtises. de mémoire, les... Bah attends, Ouais, ouais. bah après c'est ce qui explique le prix aussi. Ouais, les 5700 sont en 10. Mais voilà, ouais, globalement, une nouvelle carte sur le marché, ils mettent à jour, enfin c'est ça aussi qu'il faut voir, ils mettent à jour. Je vous dis, Oui, voilà. pour le même prix, vous pouvez pratiquement avoir une 590 qui a plus de puissance, mais bon, la 590, elle commence à se faire vieille. J'entends en termes de vie de composants, quoi. Parce que oui, elle a quoi, 2 ans peut-être, même pas. Ouais, non, non, mais c'est trop vieux, déjà. Pour des Mais trucs... Avec tout ce qui est sorti entre-temps. c'est des trucs ça sort vite et ça se renouvelle vite, quoi. Voilà, ouais. Après, voilà, c'est sûr que là, au moins, vous avez la dernière gêne. Donc oui, vous payez le prix, mais parce que ça vient de sortir. Donc moi, c'est ce que je dis. Ceux qui ont des petits budgets, soit vous attendez quelques mois que le prix baisse bien, soit vous vous rabattez peut-être sur la génération d'avant, mais du coup, la génération d'avant, elle commence peut-être à être un peu trop ancienne. Ou Du alors coup, vous voilà, restez ça, chez ça à Nvidia. réfléchir. Vous allez chez Nvidia pour ce prix-là, hein. Et c'est pas mal aussi. Oui et non. C'est à vous, quoi. On va dire C'est que à c'est voir. vraiment vous, là. C'est à Voilà. voir selon les besoins. Après, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à envoyer des MP ou à contacter sur le serveur de Jérémy, de Ouais. Jérém. Il y a pas de souci. Si moi je vois le message, je peux vous répondre. Après, c'est vrai que je vois pas souvent les messages, mais au pire, Jérémy peut me poke, il y a pas de souci. Ouais. Je transmettrai. Bon, Bon, tu vas après, tu es nous capable de parler... répondre. Ouais, oui, je vais répondre aussi, mais je transmettrai aussi. On va parler un peu de Mac Pro maintenant, de chez Apple, bah, qui bat des records de réparabilité. Oui, le nouveau Mac Pro qui, on le rappelle, est vendu jusque 63 000 euros dans sa configuration maximale. Mais oui, alors faut savoir que bon, Apple chez iFixit, donc un peu un site de référence en matière de réparabilité d'ordinateurs et de produits connectés en tout genre. Euh, bah souvent ils mettent des notes pas folles, genre bon, les vieux MacBook Air là de 2000, 2013 on va dire, ils avaient déjà un score de 3 ou 4 sur 10, tu vois, c'est pas. Ça veut dire tu le démontes et tu galères pour changer, mais ça passe encore. Faut savoir que le nouveau MacBook Air, la version 2018, elle a obtenu un 3 sur 10. Ouf. Ouf, ça Donc fait mal, ça. voilà, c'est pas fou, c'est pas incroyable. L'iMac Pro, qui est quand même vendu en mode enfin c'était au moment où il est sorti, c'était un peu le nouveau fleuron de guerre d'Apple. Lui aussi, il a une note de 3 sur 10. Alors que déjà, c'est plus un portable, c'est quand même un all-in-one. Donc, même si c'est tout dans l'écran, on s'attendait quand même à peut-être une meilleure réparabilité que les ultra portables. Et donc, ouais. Et bah, il y a quelques jours, quelques semaines, il y a aussi le MacBook Pro 16 pouces. Vous savez, le nouveau MacBook Pro 16 pouces, le nouveau gros MacBook Pro chez Apple, donc en ultra portable, qui lui, bon, 1 sur 10, quoi. Genre irréparable. Presque irréparable. On n'est pas au point des AirPods, mais parce que On oui, n'est pas au zéro. le pire produit en termes de réparabilité, le record de non-réparabilité, c'est les AirPods. En même temps, quand on a atteint ce niveau de miniaturisation, Ouais, c'est chaud. voilà. Après, ils sont pas réparables, mais d'après les informations qu'on a, Apple, ils arrivent quand même à les recycler bien. Donc, on peut pas les réparer, mais on peut pratiquement en fabriquer un neuf avec un qui ne marche plus. Voilà. Bon, bah du coup, on va s'attaquer au Mac Pro, parce que du coup, j'ai tout détaillé beaucoup trop sur les anciens. Mais le nouveau Mac Pro, faut savoir que jusque-là, le record chez Apple en réparabilité, c'était l'ancien Mac Pro, qui était en forme cylindrique là, qui avait un score de 8 sur 10. Pour Apple, c'est exceptionnel. Même pour des PC un peu plus classiques, c'est assez exceptionnel, hein. Parce que même si tu as monté toi-même ton PC, tu es entre 8 et 9 souvent.
quand tu montes toi-même ton PC. Plus souvent vers 8 d'ailleurs que vers 9, selon les configs que vous avez. Bah là, le nouveau Mac Pro d'Apple, il a un score de réparabilité de 9 sur 10, soit pratiquement le meilleur score possible. Parce que on met jamais de 10 sur 10, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Le Mac Pro est carrément beaucoup trop réparable. Alors par rapport à l'ancien Mac Pro, c'est facile de faire mieux parce qu'il a un boîtier plus traditionnel, tandis que l'ancien Mac Pro, il avait une forme un peu bizarre et du coup, bah, à réparer, c'était bizarre. Et presque tout est réparable. Donc pour faire un peu la liste, euh, pour enlever la grosse coque, parce qu'il faut savoir que le body est séparé du châssis. Il suffit de tourner une petite poignée qui est au-dessus, hop, on soulève, les parois du boîtier, bah, elles partent, et tout reste fixé sur le châssis. Votre PC est à nu. Donc déjà, vous pouvez mettre les mains à l'intérieur ultra facilement, sans tournevis. La plupart des modules, que ce soit la RAM, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir, des disques durs, les modules graphiques, plein d'autres trucs, tout ça, ça s'enlève à la main. Donc pas besoin d'outils. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a que l'alimentation qui demande un tournevis, je crois. Et encore, par rapport à ce que Apple nous a habitués, c'est du standard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, voilà quoi. Enfin, c'est ça qui est fou. Genre, il n'y a pas de vis, c'est des petits boutons et hop, les composants ils se déclipsent et hop, tu peux tout démonter. Et c'est au point où iFixit se demande si Apple n'a même pas fait exprès d'améliorer l'expérience de montage-démontage du Mac Pro pour que ça soit encore plus satisfaisant de le démonter et de le remonter. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est à un point où, bon après, voilà pourquoi on le paye aussi cher. Apple, ils ont vraiment le souci du détail. Le C'est bien. seul truc. De quoi? C'est bien. Franchement, c'est bien. Oui, c'est bien. J'ai compris ces Ouais. noms. Je disais, on Non, a c'est tous. bien. Oui, oui, mais c'est un. Mais voilà. Donc voilà, vous imaginez un truc encore plus facile à faire qu'un PC que vous montez vous-même. Enfin, un PC que vous montez vous-même, quand même, souvent il faut des petits tournevis et tout. Il faut savoir à peu près ce qu'on fait. Là, clairement, on démonte, on remonte. C'est impossible de se tromper pratiquement sur les emplacements et tout. Enfin, voilà. Et sans outils, c'est ça qui est surtout incroyable. Mais bon. Le seul point noir en réalité du Mac Pro, et je vais vous expliquer, enfin voilà, sur l'article là qu'on vous présente de 01net, eux ils le voient pas du tout d'un mauvais œil, ils considèrent pas que c'est vraiment un défaut, mais c'en est quand même un petit, parce que faut savoir aussi que depuis 2016 je crois, il y a une puce dans les Mac, une puce qui sert à l'encryptage des données. Et vous allez voir, vous allez très vite comprendre où je vais en venir. Euh, Encryptage des données, c'est directement en rapport avec tout ce qui est disque dur, SSD. Et bien sur le SSD principal, qui est connecté en NVMe, bah en fait il n'est pas réparable le SSD. Parce que si il y a un problème sur le SSD, on peut juste rien faire. Parce que le problème c'est qu'il est totalement encrypté, vraiment sécurisé à 100% avec une puce spéciale qui est la puce T2. Et voilà. Il y a rien à dire. Genre, du coup, le SSD, enfin voilà, dès que vous avez un problème, après ça arrive très 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 rarement, hein. Mais du coup, c'est pas réparable. Et je veux dire, c'est le seul point noir. Mais tu sais, un peu dans le sens où fallait qu'on trouve un truc à redire quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas drôle sinon. Bon après voilà. Et c'est pour ça que oui, c'est pas réparable, mais en même temps, il y a rien de mieux pour sécuriser vos données. Du coup, ça contrebalance vraiment bien l'histoire. C'est à ce point-là enfin, c'est là où je veux en venir. Du coup, bon. Donc voilà, clairement, on n'a pas les moyens de se l'acheter, mais l'un des meilleurs ordi qui ait jamais été conçu, hein. Voilà. Je suis peut-être un peu trop satisfait en disant ça, parce que c'est vrai que j'aime bien cette marque, mais Ouais. mais voilà. Mais c'est marrant de voir. Enfin,
moi qui ai toujours, enfin depuis que je m'y intéresse depuis quelques années, j'ai toujours vu iFixit cracher comme jamais sur Apple et là, voir tout ce qu'ils disent dessus, hein, c'est vraiment, je sais pas comment dire, tu sais, c'est un peu la satisfaction en mode, «Ça y est, on l'a fait». Même si je sais que dans 6 mois, Apple, ils vont sortir un nouveau truc et que iFixit, ils vont remettre du 1/10, mais il y a pas de souci. Ah là là. Mais voilà, bah, c'est le souci aussi avec la nouvelle technologie. Là, il est vraiment pensé pour être modulaire, améliorable, remplaçable, réparable très facilement parce qu'en même temps le public, c'est pas le public, particulier classique, c'est vraiment les pros, qui ont du budget, quoi. C'est sûr que quand on achète par contre un MacBook Pro 16 pouces, il est pas réparable, mais en même temps, c'est pas pour ça qu'on a acheté le MacBook Pro, tu vois? Si on veut un ultra portable, c'est pour son côté, justement, ultra pratique où, l'utilisateur lambda, il a pas besoin de penser à tous ces problèmes. C'est sûr. Et après tu as C'est un problème, sûr. tu l'envoies chez Apple et Apple, ils se démerdent. Enfin, voilà, du coup, c'est pas la même cible, c'est pas la même façon de penser et dans le souci de miniaturisation, forcément, c'est compliqué de réparer des trucs miniatures. Et voilà, et en gros, iFixit, ils ont dit que c'était un Fixmas Miracle, un Fixmas Miracle. Quel Mais c'est accent, merci Thomas. un Fixmas Miracle. Ouais, bon, l'accent, voilà. Donc, un miracle de Noël avec un petit jeu de mots sur, le fait de réparer. Le Ouais. miracle de réparation de Noël. Et voilà, Très donc bon voilà. jeu de mots. Je suis resté un peu longtemps sur, cette petite news du coup, mais voilà, c'est toujours sympa, bon après le Mac Pro est un peu, l'ordinateur de la fascination, genre Coûte même cher. un Mais il est non beau, mais il est puissant. même un je suis désolé, mais même un anti-Apple, il peut pas cracher dessus. Ah non, bah, je suis pas un anti-Apple, mais je suis pas quelqu'un qui est en adoration sur la marque, hein, on va Même pas se ceux qui mentir. même ceux qui critiquent un peu, le boîtier perforé que, bah, personnellement je trouve plutôt joli, qui Bah, le moi j'aime qualifient bien, des hein. fois On de peut râpe râper à du fromage, fromage dessus, ouais, c'est trop bien. Et tu sais heu, qu'il y en a mais qui l'ont quand on vraiment fait, hein. Il y oui, en oui, a qui l'ont vraiment j'ai vu une fait. vidéo, j'étais là en mode: «Mais pourquoi tu fais ça en fait? Tu as envie de détruire ton PC?» Mais ouais, c'est ça, par contre, ça m'a fait mal. Ça t'a pas suffi de dépenser le prix d'une voiture pour acheter un ordi? Bah non. Enfin. Non mais voilà, enfin franchement là, on voit des photos du boîtier à nu. Je suis désolé, mec, t'enlèves la coque, mais c'est le plus beau truc que j'ai jamais vu. Enfin moi ça me fait délirer, je trouve ça magnifique. Ouais, Voilà. Non mais je vois voilà. mon nouvel ordi juste à côté où je vois des lignes, tu sais, je vois les cartes, vertes, les cartes, comment ils appellent? Les cartes de composants là. Ouais, mais c'est pas de ma faute si t'as pris des composants qui coûtent rien aussi, Oui c'est pas bon, la même voilà. gamme de prix. Tu mets pas. Bon Moi, voilà. perso, je vois pas de verre, hein. Tout est propre. Ça dépend du budget, hein, toujours. Enfin bref. On passe à la suite. Bah oui, peut-être, va falloir. Surtout que tu as enfin je pense pas que, tu vas en parler longtemps, mais, c'est intéressant quand même de le savoir. Ouais. Alors, on va parler d'un concurrent qui arrive sur, enfin, qui pourrait potentiellement arriver sur le marché des processeurs non mobiles, parce que si on prend les mobiles, il y a déjà quand même pas mal de monde, mais actuellement sur le marché des processeurs de PC, les deux plus gros, et les gros majeurs, c'est Intel et AMD. Ou devrais-je dire AMD et Intel depuis quelques temps. Mais du coup, ils sont que deux. Il faut savoir que bah, il y a peut-être un concurrent qui s'appelle Zaoxin, qui est une société codétenue par le gouvernement de Shanghai et VIA, ou VIA, ça dépend, je sais pas si on le dit en une fois ou si on dit juste les lettres. Et bah, ils ont annoncé cet été, ils avaient annoncé le KX6000, qui est un processeur gravé en 16 nanomètres, mais qui prenait la DDR4, qui avait 8 MO de cache L2, 3,0 GHz, 8 cœurs, du PCI 3 et même un iGPU, donc c'était un APU technique. Donc c'était plutôt bien, genre c'était même très bien. Alors seulement c'est gravé en 16 nanomètres, c'est un peu vieux, hein, même Intel est pas en 16, ils sont en 14 c'est dire. Mais bon, c'est gravé par TSMC, alors je pense que c'est surtout par souci de coût, etc. Et ils ont tout simplement annoncé
des nouveaux processeurs, enfin voilà. Déjà, ça devrait sortir d'ici 2021. Ce serait le KX7000. Il supporterait le PCI 4. Il serait en DDR5, actuellement en DDR4, je rappelle. La DDR5, je sais pas quand est-ce qu'elle est prévue, mais ça doit sortir dans ces eaux-là, je pense. Je sais pas non Euh, plus. Ça sera en 7 nanomètres. Bon, d'ici là, 2021, on devrait commencer à voir le 5 arriver, mais ça serait très très bien parce que en gros, il taperait en même temps qu'Intel. Donc Intel, si ce concurrent se révèle être vraiment là, là où ils ont prévu, là Intel, ouah, ils sont mal. Surtout qu'à mon avis, ils vont proposer des prix très intéressants eux. Donc ouais. Et ça serait entre 3,5 et 4 GHz, et il y aurait même un modèle 32 cœurs. Voilà, donc évidemment, il faudra voir les prix et les performances en soi, ça dépend de l'architecture toujours. Mais si les performances sont au rendez-vous, bah, c'est plutôt intéressant. Et même si on vante AMD depuis depuis quelques années maintenant, vraiment, la concurrence ferait pas de mal parce que du coup, ça encore forcerait encore les constructeurs à faire encore mieux et baisser encore plus les prix. Et donc, ça sera encore mieux pour nous, les acheteurs, les consommateurs. Donc, moi, je suis content. Je me dis que si ça peut vraiment rapporter encore une dynamique au marché des processeurs. Donc, ouais. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses en fait de l'arrivée d'un troisième acteur dans ce domaine-là? Moi, j'aime bien. Je trouve ça incroyable. Enfin, je trouve ça vraiment une bonne nouvelle en soi. Bah, moi, j'en pense que déjà, ils vont arriver en 7 nanomètres. Enfin, voilà, ce sera pas le nouveau haute technologie, mais ce sera du coup une technologie que on maîtrise. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si on maîtrise les 7 nanomètres, pour eux, les coûts sont intéressants, ce qui fait qu'ils vont réussir à vendre des trucs pas trop chers. L'impression que j'ai, en réalité, parce que c'est du chinois et je pense que enfin, sera surtout concentré sur le marché chinois. Je pense pas, enfin, j'ai pas l'impression que, Pour l'instant, c'est en vente uniquement en Chine. Hein. Faut savoir qu'il y a voilà, déjà des processeurs en vente en voilà, Chine je uniquement. suis pas sûr qu'ils aient vocation à s'exporter à l'international tout de suite. Quand je dis tout de suite, c'est dans les 5 ans à venir, quoi. Après, moi, ce que je vois, c'est que ils jouent directement dans les plates-bandes d'AMD sur l'entrée de gamme, parce que l'entrée de gamme d'AMD actuellement, elle est en 14 ou en 12 selon les modèles. Il y a encore des modèles en 14 en entrée de gamme. Ça se fait rare hein, maintenant. Oui, ça commence à se faire rare, mais forcément, parce que petit à petit, ils migrent. Mais si le haut de gamme passe en 5 nanomètres, leur bas de gamme, il sera en 7 nanomètres. Il va pas rester en 12. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il serait aligné sur l'entrée de gamme de AMD, avec Ouais. un avantage concurrentiel énorme. C'est leur marché fait par la Chine pour la Chine. En gros, il y a de fortes chances que le gouvernement chinois, pour favoriser leur économie, enfin leur propre système, je pense que il va y avoir genre des exonérations de taxes ou des trucs comme ça sur le matériel. Et du coup, il y a de fortes chances que assez rapidement, ils prennent le dessus sur le marché chinois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça dépendra toujours des performances quand même, Et parce qu'ils ont peut-être, même s'ils oui, ont non de la mais gravure, l'architecture peut ne pas être incroyable. oui, j'entends bien. Mais après, s'ils ont du budget pour améliorer ça, il n'y a pas de souci, Ah tu vois. oui, c'est sûr. On verra. Ça Mais à suivre. du coup, je sens bien que, parce que faut quand même penser que la Chine, c'est quand même un marché majeur. On s'en rend souvent pas compte parce que leur marché est un peu fermé sur le monde. Ils ont énormément de trucs qui n'existent que là-bas. Contrairement à nous, où bah, nous, on ne fait rien. Donc forcément, on a besoin des autres. C'est ce que je veux dire. Ouais. Nous, enfin, les marques que nous, on connaît, eux, ils en connaissent beaucoup. Et en plus de ça, ils ont beaucoup d'autres marques nationales. Le truc étant que si l'entreprise là, ils deviennent numéro un ou numéro 2 en Chine, euh, ils remettent le marché en question. Parce que s'ils passent numéro un ou numéro 2 en Chine, c'est-à-dire que AMD et Intel, ils ont très mal. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que Ah, je vais pas dire je vais pas dire que la moitié de leur marché est chinois, mais presque. C'est ce que je veux dire? après, ça dépend s'ils s'exportent ou pas. Enfin, même s'il y a un gros marché en Ouais, Chine, mais s'ils s'exportent ça pas, ça l'a. va quand même faire super mal à AMD et Oui. Nvidia, à AMD Mais et Intel, et du coup ils vont quand même être obligés de s'améliorer fortement.
C'est Oui. là où je veux en venir. Ah oui, par contre, ça sera bénéfique. Mais je veux dire, après, AMD et Intel, ils ont toujours le reste. Du coup, ça va encore. Mais par contre, en vrai, moi, je pense vraiment au jour où ils vont commencer à s'exporter, si c'est le cas. Là, oui. Là, ça va clairement poser encore plus problème. Déjà que, comme tu l'as dit, ça va Voilà. les stimuler un peu. Donc, Du ouais. coup, ce que je veux dire, c'est que même s'ils ont une architecture moins bonne, enfin, on sait que ce qui fait un peu peur à AMD, hein, c'est que Intel, s'ils passent en 7 nanomètres, ils auront peut-être quelque chose de plus performant que le 5 nanomètres de AMD. Parce que par contre, sur ce point-là, niveau optimisation et architecture, Intel est toujours devant. Il faut savoir que Intel, ils ont combien actuellement? Du 14 ou du 12? Ils sont 14. Ils sont en 14. Il faut savoir quand même que Intel, avec du 14 nanomètres, arrive quand même à faire presque aussi bien que AMD qui est en 7 nanomètres. Après, c'est le début du 7, etc. Et puis. Ouais, non, mais voilà. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que la finesse ne fait pas tout, Ah oui, non, c'est clair. malgré tout. Donc voilà, c'est sûr que je les vois pas monter en haut de gamme, enfin surtout s'ils sont nouveaux. Ils resteront en entrée de gamme au début, voire milieu de gamme éventuellement. 32 cœurs, bon. Niveau consommation, voilà. Ouais, mais après, tu sais, c'est toujours, on fait des trucs dans l'extrême, il nous faut des gros chiffres pour faire de la vente. Honnêtement, t'as peut-être, enfin, tu fais peut-être des processeurs incroyables en nombre de cœurs, en nombre de, en vitesse, pardon, en gigahertz. Par contre, si derrière en conso t'es dégueulasse et en puissance brute en réalité t'es dégueulasse, bah, enfin, il y a beaucoup d'utilisateurs qui prêtent pas attention à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je prends un exemple tout bête. Par exemple, je sais pas quel âge ils sont tes grands-parents ou les miens. Euh, Eux, enfin voilà, ils vont faire des recherches vite fait parce que ils ont pas envie d'acheter n'importe quoi non plus. Ils vont voir, waouh, trop bien. Il faut regarder le nombre de cœurs, la vitesse. euh, Ils vont tomber sur un article débile. Ils vont voir, waouh, Intel meilleur que AMD. Forcément, voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils vont acheter par rapport à ce qu'ils ont vu. C'est pour ça qu'il y a toujours des marques qui arrivent à s'en sortir. Bon après, là je divague un peu, mais voilà, on peut toujours tout vendre. On peut toujours, non mais on peut toujours tout vendre si la communication elle est bonne. C'est pas parce que ton produit est meilleur que les autres. Enfin, c'est pas parce que ton produit est moins bon que les autres qu'il sera moins vendu. Tu vois. Ouais. Tu peux avoir un produit nul et trop bien vendu, alors que le produit super bien à côté il se vend pas. Enfin bon. Si on prend Intel la semaine dernière, leur communication en ce moment, ils ont beau être moins bons, elle est pas bonne non plus. Voilà, c'est une bonne conclusion sur ce sujet. Du coup, Voilà. on passe à la suite. Ouais, on va Euh, accélérer un petit peu, c'est des trucs très la rapides. console Microsoft Xbox Series X qui est sortie, enfin qui était dévoilée, pas sortie. Elle doit sortir fin 2020. Il y aura une rétrocompatibilité avec les jeux de la Xbox One et la Xbox 360. Et alors quand les gens ont vu la nouvelle console, ils ont fait waouh, elle a l'air très très grosse. Alors que quand on voit la manette, on s'aperçoit que c'est pas si gros que ça. Elle pourrait être à la fois verticale comme ça, à la fois horizontale, comme c'est le cas avec les Xbox actuelles. Et il y a un mec qui s'est amusé à faire une comparaison des tailles. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu. Là ici vous avez la nouvelle. Donc voilà, vous comparer avec des ordinateurs. Donc là c'est un Mac Pro du coup, je crois. Et voilà, il y en a d'autres. Voilà. Et au final, bah, en vrai, elle est juste de la même taille que les générations précédentes. Donc au final, il n'y a rien d'étonnant. Elle est peut-être un peu, du coup, elle est juste plus épaisse, mais moi, ça me choque pas. Je la trouve assez sympa cette nouvelle Xbox. Et voilà. Après, côté hardware, etc., on serait basé sur du Zen 2 chez AMD. Il y aurait chez Navi, il y aurait du ray tracing. Toutefois, AMD n'a pas de hardware officiel qui supporte le ray tracing, donc ouais. Après, on sait qu'AMD doit en sortir de l'année prochaine, donc c'est pour ça que peut-être qu'ils attendent la fin Ouais, 2020. sur les nouvelles consoles, ça va peut-être sortir avant les cartes graphiques, hein. Ouais, enfin, en tout cas, pour l'instant, officiellement, il n'y a rien qui a fuité, il n'y a que dalle sur du RTX chez AMD, enfin, comme Oui. du Bah RTX, après, ouais, du ray sur la tracing. console en général, au final, on ne sait que deux choses. Oui. Ah, on a perdu Thomas, je crois. Allô? Oui, Ah, c'est bon. c'est bon. Voilà, donc 12 teraflops de puissance et son design. C'est tout ce qu'on sait sur la console actuellement. Et Alors, le fait qu'elle supportera le ray tracing et qu'il y aura du SSD. Mais ça,
Heureusement. C'est une évidence. Heureusement. Alors, il faut savoir que Microsoft veut que les jeux tournent en 4K 60 FPS et éventuellement pour la version plus haut de gamme, il faut savoir qu'il y aura deux modèles de la Xbox, de la prochaine Xbox. Il y aura une version moins chère et la version chère qui il voudrait dans certains cas même réussir à faire tourner du 8K en 120 FPS. Alors de base moi déjà le Ouais, bon, 4K ça va être 60 compliqué ça. FPS, le 4K 60 FPS, je suis en mode bon, c'est faisable mais ça va être chaud. Alors le 8K 120 FPS, bon, moi je suis pas forcément Après, moi, ce que je vois, c'est que actuellement du 12 teraflops de puissance, on est déjà sur des PC à au moins 800-900 balles, tu vois. ah, ça va être une bonne console, y a pas de souci. Donc, Elle sera plus et moderne, voilà. elle va Et avoir tous les nouveaux par trucs, rapport quoi. à ce que tu disais qu'il y aura deux versions, faut bien comprendre que la version entre guillemets de base, euh, ce sera celle qui remplacera la Xbox One X. En perf, ouais. En perf Attends, surtout. la Xbox One X. Je crois que Euh, c'est elle deux fait, Xbox One X, non? c'est deux Xbox One X. La Xbox One X Ouais, fait 6 teraflops de puissance. La Series X, elle fait 12 teraflops de puissance. D'accord? c'est pas mal. Ce qui fait que oui, Pas là, mal, pas mal. par rapport où la Xbox One X, des fois en 4K, elle galère un peu. Là, on n'aura pas de souci en 4K. Après, la deuxième version qui vont sortir, ce sera une version euh, entre guillemets low cost, dans le sens où ils savent que par rapport à quand ils ont sorti la Xbox One, elle sera peut-être un peu plus chère et que du coup, il y a des gens, ils pourront pas l'acheter. Surtout que tout le monde n'est pas équipé en 4K, on n'a pas forcément besoin ni envie d'avoir des trucs en 4K, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il ferait une console moins puissante, qui serait moins puissante que la Xbox One X, donc en dessous des 6 teraflops, mais qui, vu qu'elle fera pas tourner les jeux en 4K, normalement, sera à peu près équivalente en termes de gameplay et de fluidité. Donc voilà, Ouais. on aura une qualité d'image un peu moins bonne, un peu moins définie, mais derrière, on pourra quand même jouer aux jeux de dernière génération. Là où la Xbox One X, malgré qu'elle soit plus puissante, ne pourra pas forcément faire tourner les jeux de dernière génération. Je sais pas si vous me suivez, mais voilà, en gros, c'est ça. Ouais. Après, voilà. Donc ouais, la réalité, c'est que voilà, on n'en sait pas tant que ça. Mais Mais en tout après, cas, il c'est y a vrai, surtout le design qui a été elle est stylée, révélé. ouais. Puis Moi, elle j'aime est bien, pas hein. grosse, hein. Non, non, Genre, elle est sympa. Et en fait, elle fait un peu tour de PC au final, genre, tu sais. ouais, mais Euh, Ah enfin, oui, en beaucoup plus petit, mais je en veux beaucoup dire, plus petit, hein, par rapport à ce que pensent les gens. le format, je veux dire, elle est pas faite pour être allongée comme toutes les consoles actuelles. Les PS4 et la Xbox One, elles sont vraiment faites pour, elle est vraiment faite pour être debout. Alors que les consoles actuelles, bah, on les voit souvent couchées parce que debout c'est moins joli. Bah, elle Là, elle est était vraiment conçue pour conçue pour être l'être. couchée, en fait. Ouais, celle-là, elle est pas du tout faite pour ça, pour être debout. Et moi, perso, je préfère debout, hein. Je l'aime bien comme ça. Donc Bah, voilà. moi, je la trouve stylée, puis ça change un peu avec ce qu'on a l'habitude. Franchement, ça commence Non, c'est à être sympa. chiant, les consoles bien à plat et tout. Mais après, ouais, elle a un petit design sympa. Après, oui, c'est un pavé droit debout. Ouais, c'est ça. Mais globalement, je suis désolé, votre PC, bon, toi t'en as, je sais, mais voilà, on n'est pas des kikoulol qui voulons des LED partout. Pas forcément. Enfin, dans ton salon, ça ne passe pas, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, dans un salon. Là, c'est Dans sobre. ton Tu- salon, ton RGB, il est derrière ta télé pour mettre en valeur ta télé, tu vois. Et éventuellement ce qu'il y a à côté de ta télé, notamment du coup le boîtier d'Xbox. Mais c'est pas lui qu'on demande à faire du. On veut un truc sobre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, mais ils ont repris vraiment le design, la couleur, etc. de l'avant. Ils ont juste changé la forme et la disposition, puis c'est bien. Il y a juste ce qu'il faut. Bah, la ventilation aussi, elle doit être différente. Ouais, aussi. Bah, on le voit, elle sort par le dessus. Enfin, Voilà. voilà. On Bon, bah, on va continue dans les passer du consoles. coup à Tu viens de parler des Stadia. presque nos dernières émissions, nos dernières, nos Et salut derniers Brico articles. Geek. Salut Brico Geek. Oui, salut à toi. Alors, Stadia, Google, voilà, on en a déjà beaucoup parlé. On rappelle ce que On va pas c'est, reprendre. Bon, pas du jeu forcément vidéo dans le nécessaire. cloud par Google. Il faut savoir que Google avait annoncé
avait annoncé un... Bon, Thomas a quelques petits soucis techniques, apparemment. Mon micro bug un peu. Ouais, t'as quelques petits soucis. Ouais, bah là ça a l'air de se maintenir. Du coup, ils nous avaient présenté un Buddy Pass, donc qui permet de donner 3 mois gratuits à un ami quand on s'abonne. Et du coup, il faut savoir que bon, il n'avait pas été disponible tout de suite, ils avaient attendu un peu pour le balancer parce qu'en plus ils avaient des soucis techniques. Là, en fait, ils en balancent un deuxième, un peu en cadeau de Noël, parce que bon, ils savent qu'il y a des problèmes et tout, que ça manque de jeux. Et enfin, c'est la sensation que ça donne, et que du coup, c'est un peu pour s'excuser. Ils donnent un deuxième Buddy Pass de 3 mois, du coup, pour du coup un autre ami. Ce qui fait que chaque personne qui s'abonne à Stadia peut faire enfin, en tout cas les premiers abonnés, peuvent peuvent donner 3 mois gratuits à 2 personnes au total. Et bah, c'est sûr que ça va faire, enfin, c'est ce qui va permettre aux gens de tester Stadia et surtout de rester sur Stadia. Tu vois ce que je veux dire? Leur, là, clairement, l'idée, c'est, t'arrives sur Stadia, t'es un peu tout seul. Grâce à un Buddy Pass, t'invites ta pote, tu commences à jouer en multi avec lui, t'invites un deuxième pote avec le nouveau Buddy Pass. Hop, vous êtes 3 à jouer, tranquille. Et ben, si vous êtes 3 à bien vous amuser et bien vous éclater grâce à Stadia, bah, souvent vous allez rester sur Stadia. Et le mec qui a fait ses 3 mois et que ça s'est super bien passé, il va rester abonné au service. Tu vois ce que je veux dire? Mais faut que ça se passe bien. Donc voilà. Et qu'il Après, oui, il n'y a soit. pas de raison que ça se passe pas bien. Aujourd'hui, le réel souci, euh, c'est des petits inconforts du genre via navigateur web, c'est compliqué d'acheter des jeux. C'est pas compatible encore avec les produits d'Apple. Ça, par contre, c'est beaucoup plus emmerdant déjà. Euh, Bah, le catalogue de jeux est et le pas catalogue de jeux, incroyable. voilà, qui est pas incroyable du tout. Mais à Ah part ouais, non. ça, pour l'instant, ça va. Donc voilà, je sais Ok. pas si t'as quelque chose à rajouter, je pense pas que... Bon, non, Stadia, on en a déjà parlé et reparlé. Il faut que faut juste que ça poursuive son chemin et en espérant que Google le lâche pas au dernier moment. Ça se lance Voilà. bien, voilà, et que ça reste, surtout que ça persiste. Parce que c'est ce qui nous Faut que ça fait se fasse. peur un peu avec le passif de Google. Ouais. Il faut que ça se fasse et puis on verra. Tout simplement. Et enfin, on termine sur Netflix qui dévoile plein de chiffres. Qu'est-ce qu'ils ont à dévoiler, mon cher Tom? Voilà, oui, Netflix, qui d'habitude est assez timide pour partager ses chiffres, pour en avoir parlé récemment au niveau scolaire, je veux dire. Je fais un petit exposé là-dessus. Euh, les chiffres, les derniers bons chiffres qu'on avait, ils dataient de 2016. Du coup, voilà, ça fait quand même 2017, 2018, 2019 qui manquent. Et là, ils nous ont balancé les chiffres du coup de 2019. Et là, par rapport à d'habitude, où on a peu de chiffres, là, ils ont vraiment tout lâché. Les stats détaillées, du genre c'est telle région du monde où on a un max d'abonnés, là on a eu tant d'abonnements en plus, là on a fait tant de chiffre d'affaires, là voilà, parce que c'est pareil, c'est pas tout à fait le même prix selon les pays. Là ça se développe bien, là c'est. Bah, là en vrai, en fait le truc c'est qu'ils ont pas de négatif de toute façon. Ils ont pas de points négatifs. Ils ont des points où c'est pas incroyable, mais à côté ils ont des points où c'est incroyable. Ils ont pas de points mauvais. Du coup, globalement, ils ont une dynamique incroyable. Et je pense aussi que, sans citer les chiffres après, on va jeter un œil à ça après peut-être, c'est que par rapport à leurs concurrents, clairement là ils ont de l'avance. Surtout qu'ils ont des concurrents qui se lancent. On pense notamment à Apple Apple TV+, Apple TV+, qui se lance mondialement, super, mais qui a très peu de contenu. Et euh, leurs abonnés, on va dire qu'ils ont, c'est quand tu achètes un produit Apple, tu as 1 an de Apple TV+ gratuit, quand même. Un tarif incroyable pour les étudiants. Je crois qu'il y a même des trucs gratuits pour les étudiants, des mois gratuits encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fait que ce soit pas cher, c'est sûr que c'est beaucoup moins cher. Mais par contre, ils souffrent d'un catalogue très faible. Et du coup, bah, pourquoi on s'abonnerait à Apple TV+. Et là, Netflix, avec leur catalogue incroyable, bah, ils sont là en mode, bah, nous, en fait, on est leader du marché partout dans le monde, sauf peut-être aux États-Unis où on a des concurrents qui sont à peu près de la même taille que nous. Donc voilà.
Et leur gros concurrent aussi, c'est Disney+. Disney+, là, le catalogue, voilà, on va pas en parler, hein. C'est Disney. Disney+, ils se lancent, ils ont tous les Avengers, tous les Star Wars, tous les films Disney, depuis quelques années, les Tous les Pixar, Pixar, ouais. heu, ils ont chopé la Fox, du coup, ils ont les X-Men, les nouveaux X-Men, ils ont toutes les licences, bien sûr, de la Fox. Donc voilà, genre cumuler, Marvel, Star Wars, la Fox, Disney, parce que même pour C'est... les enfants, genre, Ouais. pour les Et enfants, les séries. Il y a les Disney+, séries. oui, leur nouvelle série originale en plus qui donne un peu envie. Enfin, là, il y a plein de gens qui sont devenus fous avec Bébé Yoda. Faut savoir que la série sur Bébé Yoda, The Mandalorian, un truc comme ça, c'est sur Disney+, hein. Donc voilà. Seul souci de Disney+, c'est que pour l'instant, il est disponible que dans 5 pays dans le monde, et si je ne m'abuse, que aux Pays-Bas, en Europe. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça. Ou peut-être au Royaume-Uni aussi. Mais ça, j'en suis moins sûr. Mais voilà, du coup, de toute façon, pas de programme en français, même s'il y a beaucoup de gens en vrai qui regardent en VO. Après, le souci, c'est que pour ceux qui regardent en VO sous-titré français, bah du coup, il n'y a pas les sous-titres français encore. Si vous voulez utiliser des VPN ou je sais pas s'il y a moyen de s'abonner aux Pays-Bas sans utiliser de VPN, enfin voilà. Disney Plus Donc sera voilà. lancé le 31 mars 2020 en France. Mais voilà, ça a du retard, hein, parce que quand on sait que ça fait déjà quelques mois que c'est disponible aux Pays-Bas, ça fait mal, hein. Mais bon, voilà. Après, je sais pas, les États-Unis en moyenne, ils ont 12,36 $ par utilisateur. Donc, ce qui en ressort, c'est que il y a soit il y a presque pile moitié-moitié entre premium et entrée de gamme, soit il y a beaucoup de milieu de gamme et un petit peu de premium et un petit peu de, enfin voilà, enfin c'est un mélange de tout, vous voyez ce que je veux dire, mais globalement, ils ont légèrement plus que le tarif moyen de gamme en recettes. Ce qui fait que on doute bien que la plupart des gens, ils ont pas le tarif bas de gamme. Enfin, quand j'entends bas de gamme, c'est parce que je crois Qualité. il y a pas la HD, on est juste avant. Bon, quand on n'a pas une Non, grosse peau SD. ou un écran, oui, bah c'est du C'est 480, 480, ouais. 400, 540 même plutôt, des fois, ça Peut-être, dépend. je sais plus. Mais voilà, on n'est pas encore tout à fait en HD. Et bah, c'est peut-être même 700, 720, hein. Après, tu sais, ils te balancent ça, mais ils te balancent pas les vrais chiffres. Du coup, enfin, tu sais pas vraiment. Ouais. Mais voilà. Après, quand t'as un écran nul ou une co nulle, non mais c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, les Sud-Américains, on voit qu'ils sont un peu moins dépensiers, avec seulement 10 $ de recettes moyennes. L'Asie-Pacifique, ils ont 9,31, donc encore moins. Après, il faut savoir qu'en Asie-Pacifique, je crois que c'est les régions du monde où les forfaits sont les moins chers. Après, voilà, je sais pas trop. Ils font des chiffres, enfin, là où c'est très intéressant aussi pour eux, c'est l'Europe, clairement. L'Europe, c'est 10 $, pardon. C'est 10 $ l'Europe. En Amérique latine, c'est que 8,63 $. Mais voilà, on voit, il y a 47,4 millions d'abonnés en Europe, Africa, en Europe et Afrique, sachant que globalement, ça se centralise quand même beaucoup sur l'Europe. Donc c'est vraiment pas mal. Après, oui, on peut se dire enfin presque 50 millions en Europe, c'est pas incroyable parce qu'on sait qu'on est 65 millions en France. Après, il faut voir que c'est le nombre de forfaits. Je vois Ouais. non mais on voit les familles, une famille de 4, ils ont l'abonnement avec 6 écrans là, et puis ou c'est 4 écrans d'ailleurs. Enfin 4 ou 6 écrans, voilà, je sais plus, et bah, tout le monde est dessus en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 4 utilisateurs au lieu d'un. On fait pas x4 sur la moyenne, on fait peut-être x2, mais si on fait 50 millions x2, ça veut dire que il y a quand même genre 100 millions de personnes qui utilisent Netflix en Europe. C'est quand même pas mal. Voilà, c'est des chiffres pas dégueux. Pour l'Europe, c'est les meilleurs chiffres. Et pour les États-Unis, c'est presque les meilleurs. Après, aux États-Unis, il y a par exemple Hulu, qui est un système largement imposé, qui était même là avant Netflix d'ailleurs. Mais ils se sont jamais exportés à l'international. Et d'ailleurs, ils ont pas. Enfin, on n'a pas l'impression qu'ils aient envie de s'exporter à l'international. Et du coup, bah, Netflix, je pense qu'il va rester premier, en tout cas en Europe.
Voilà, donc globalement, on a ces petits chiffres et c'est très sympa et bah, on ne sait pas trop plus. Merci d'avoir suivi cette dernière émission de l'année 2019. Passez de bonnes fêtes de fin d'année en famille, entre amis, etc. On se retrouve donc en 2020. On vous tiendra au courant de quand est-ce que ça reprendra via les différents canaux de communication habituels pour ma part. Et puis du coup, merci Thomas encore une fois d'avoir fait ces derniers mois à animer cette émission pour cette année. C'était quand même 13 vachement cool. émissions. Ouais, c'est 13 émissions, on en a fait 13. Et puis du coup, on se retrouve en 2020. Sur ce, tchuss! Allez, salut!